Nous avons le très grand plaisir d'accueillir ce soir pour la première fois à la télévision canadienne l'un de nos plus éminents historiens qui a bien voulu accepter de prononcer 2 conférences sur les origines et l'évolution du séparatisme au Canada français. Sa présente causerie tracera la genèse des mouvements séparatistes jusqu'à l'acte d'union en 1840. Docteur ès lettres histoire de l'Université de Montréal, M. Maurice Séguin y occupe depuis 14 ans la chaire d'histoire du Canada. Mesdames et messieurs, M. Maurice Séguin. Devant le sens à donner à l'histoire nationale du Canada français, les esprits adoptent 2 attitudes. La position la plus répandue, celle qui depuis 1840 domine l'interprétation traditionnelle de l'histoire du Canada, se rattache à l'idéologie fédéraliste. Constatant que la nationalité, l'ordre communautaire spontané, ne se confond pas nécessairement avec l'État, cette école conclut qu'une collectivité minoritaire peut accepter un partage de pouvoir dans une union fédérale, consentir à une certaine centralisation sans perdre pour autant la maîtrise de l'essentiel de sa vie nationale, et qu'elle peut conserver ses chances d'épanouissement politique, économique et culturel. C'est la thèse des autonomistes qui croient pouvoir se contenter d'une fraction d'indépendance. L'autre attitude, très peu répandue après 1840, chez un peuple où l'on a abondamment parlé de nationalité et de nationalisme, pousse jusqu'à ses conclusions logiques la notion d'autonomie pour aboutir au principe des nationalités dans toute sa rigueur. Être un peuple minoritaire dans une fédération, c'est être un peuple annexé. L'État n'est pas la nation, mais l'État est le principal instrument de l'épanouissement national. Il n'y a pas d'égalité politique entre le peuple majoritaire et le peuple minoritaire dans n'importe quelle fédération. Le peuple majoritaire a à sa disposition l'autonomie interne et externe. Le peuple minoritaire ne peut mettre à son service qu'une autonomie interne. L'annexion politique, dans une économie moderne et dynamique, entraîne inévitablement la subordination économique. L'infériorité politique et l'infériorité économique se conjuguent en s'aggravant. La culture elle-même, au sens le plus général du terme, intimement liée aux réalités politiques et économiques, est fortement perturbée au point qu'on ne peut même pas parler, pour le peuple minoritaire, de véritable autonomie culturelle. Pour cette école indépendantiste, l'indépendance politique complète est absolument nécessaire. Elle est à rechercher en elle-même comme un bien et elle est considérée comme un moyen irremplaçable pour assurer une maîtrise suffisante de la vie économique et culturelle. Dans l'optique indépendantiste, la situation du Canada dans l'Empire français se trouve non pas idéalisée, mais revalorisée. C'est la seule époque de son histoire où le séparatisme s'enracine dans la réalité. Pendant plus de 100 ans, les Canadiens d'origine française vivent seuls dans un État séparé. Ils défendent ce séparatisme par les armes mêmes, sans dévier vers quelque doctrine fédéraliste, sans chercher à devenir une minorité dans un grand tout dominé par une nation étrangère. Aussi longtemps que le Canada français demeure seul, aussi longtemps que la cause de sa naissance et de son épanouissement comme peuple, la métropole française, se tient derrière lui pour le protéger militairement, pour le coloniser avec ses hommes, ses institutions, ses capitaux métropolitains, il est apte à devenir une nation normale. Quand ce Canada sentira sa faiblesse et se rendra compte du déséquilibre entre les forces anglaises et françaises en Amérique, il ne se tournera pas vers une alliance ou une fédération qui serait une annexion avec des colonies britanniques plus fortes, mais il se tournera vers sa mère patrie pour exiger plus de colons, plus de capitaux ou une meilleure protection. Ceci ne veut pas dire que le Canada de 1700 ou de 1750 possède déjà tout ce qu'il faut et que, parvenu à son terme, dans une aventure coloniale, il est à la veille de devenir une nation moderne complètement équipée. Politiquement, le Canada, comme les autres colonies, anglaises, espagnoles ou portugaises de l'époque, est encore une province sous la juridiction d'une métropole.
mais d'une métropole naturelle et à distance, dont le pouvoir un jour cesserait nécessairement si la France réussissait sa colonisation. Économiquement, les Canadiens sont loin d'avoir développé à fond toutes les ressources de la vallée du Saint-Laurent, comme ils sont loin d'être les maîtres d'une industrie, d'un commerce, d'une finance hautement évoluée. Quel pays avait atteint ce stade en 1700 ou en 1750 en Amérique et même en Europe? Ce Canada a donc besoin de capitaux, de colons, de techniques de France ou d'ailleurs pour continuer un développement économique encore embryonnaire. Il peut avoir recours à des capitaux étrangers et même à des immigrants étrangers qu'il assimilera. Mais aussi longtemps que les Canadiens conservent dans l'Empire français leur autonomie coloniale, il y a possibilité de devenir une nation, un État français, à côté d'une ou plusieurs nations anglaises en Amérique du Nord. Nation française qui, comme toutes les autres nations du monde, aurait eu ses déficiences, ses problèmes intérieurs, ses luttes de partis, ses luttes de classe et ses conflits avec les nations voisines. Mais nation française qui aurait eu l'immense avantage d'être dotée de l'autonomie interne et externe et d'être présente par elle-même au monde. Ce Canada, qui étend son emprise commerciale sur une immense partie du territoire au sud des Grands Lacs, est un obstacle à l'expansion vers l'ouest des colonies britanniques. Une des plus faibles colonisations entre en conflit avec la plus dynamique des colonisations d'Amérique. Mal défendu par sa métropole, le Canada succombe finalement aux attaques concertées des Anglo-Américains et de la Grande-Bretagne. Pour ceux qui savent apprécier à sa juste valeur l'indépendance nationale, cette conquête anglo-américaine est un désastre majeur dans l'histoire du Canada français. Une catastrophe qui arrache cette jeune colonie à son milieu protecteur et nourricier et l'atteint dans son organisation comme peuple. Le Canada français ne sera plus seul. Sur le même territoire, dans ce Québec même, naît un deuxième Canada, une autre colonisation anglaise cette fois. Colonisation qui s'imposera dès le début par sa suprématie politique et économique et qui finalement consolidera par le nombre cette suprématie en devenant majorité. Et pourtant, de 1760 à 1837, pendant près de 75 ans, le Canada français pourra se permettre une singulière aventure séparatiste. La première et la plus forte des aventures de ce genre sous la domination britannique. Il importe de connaître ce mouvement séparatiste parce que plusieurs de ces éléments se retrouvent dans tous les autres mouvements analogues après 1840. Au lendemain de la conquête anglo-américaine, la petite population canadienne-française de 60 000 âmes aurait pu être entraînée dans l'orbite de la population anglaise d'Amérique, forte de plus d'1,5 million d'habitants. Le territoire du Québec, envahi par une minorité anglaise, aurait pu être annexé à un grand ensemble étranger qui se serait fédéré en une seule nation britannique-américaine. Cette évolution aurait réglé rapidement le sort politique du Canada français. Il aurait été clairement annexé à l'Amérique anglaise, sans être tenté de jouer un groupe d'Anglo-Américains contre un autre groupe d'Anglo-Américains. Mais la conquête du Canada est suivie immédiatement d'une crise d'émancipation des vieilles colonies. L'Amérique anglaise ne peut évoluer dans l'unité et le grand schisme anglo-saxon d'Amérique sépare, assez artificiellement, l'Amérique anglaise en deux systèmes, un système républicain, les États-Unis, et un système monarchique ou royaliste, le British North America, l'Amérique du Nord britannique ou futur Dominion of Canada. Le système républicain englobe surtout les colonies les plus peuplées à l'époque et les groupe en une puissante nation sous une union fédérale fortement centralisée. Nation qui étendra son emprise sur la partie la plus riche de l'Amérique du Nord pour devenir un des colosses de ce monde. L'autre système, le British North America, sous-produit de la Révolution américaine, ensemble mal articulé et comprenant de jeunes colonies, s'adonnera avec le temps à un fort sentiment séparatiste vis-à-vis de la nation sœur, la Grande République américaine. Toute l'histoire des habitants de ce British North America se résume aux efforts pour défendre leur séparatisme. Un séparatisme British American contre des Américains qui sont eux aussi d'origine britannique. Séparatisme terriblement artificiel parce qu'il se manifeste sur un continent
où l'unité géographique s'affirme et entre deux populations de même origine, de même langue et de même tradition. Des esprits clairvoyants ont voulu, dès 1790, fédérer ce deuxième système anglais, à l'exemple des 13 colonies qui venaient de s'unir en une nation. Mais Londres rejette les projets de fédération et morcelle les colonies demeurées loyales. La grande province de la Nouvelle-Écosse en 2 colonies, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, la grande province de Québec en 2 États, le Haut et le Bas-Canada. Les colons anglais de la vallée du Saint-Laurent sont donc divisés en 2 groupes, dont l'un restera dans le Bas-Canada sous une écrasante majorité canadienne-française. Ainsi, pendant les 30 premières années après la conquête, le Canada français échappe par 2 fois à la centralisation du régime fédéral, à l'annexion à un grand tout anglais. Et les Canadiens français, au nombre de 140 000 environ, deviennent, sans l'avoir recherché, une majorité quasi irréductible dans le Bas-Canada. Toute une série de circonstances concourent à faire rebondir le cas canadien-français. En plus du grand schisme anglo-saxon et de la formation de 2 blocs anglais rivaux, la lenteur du peuplement anglais dans la vallée du Saint-Laurent entre 1760 et 1820, la division de la grande province de Québec en 2 États distincts, complètement séparés au point de vue administratif, sans aucune autorité commune supérieure en Amérique, et l'introduction du régime parlementaire avec chambre d'assemblée, dans laquelle les Canadiens français forment par la force des choses l'immense majorité, tous ces événements semblent fournir aux Canadiens français une arme de reconquête politique. Pourtant, les avertissements n'avaient pas manqué. Avertissements donnés dès 1763 par le Bureau des colonies qui se rendait compte du grave problème que poserait la majorité canadienne-française en dépit des efforts les plus acharnés que ferait la population anglaise pour s'établir en Canada. Avertissement repris en 1766 par un haut fonctionnaire qui, prévoyant les difficultés qu'éprouverait une population anglaise à devenir majorité au Canada, ne voulait pas voir ces difficultés accrues et l'assimilation des Canadiens français rendue impossible par l'octroi d'une chambre d'assemblée dominée par les Canadiens français. Avertissement compris par le gouvernement impérial qui a la sagesse, en 1774, de refuser une chambre d'assemblée parce qu'elle donnerait trop de pouvoir aux Canadiens français. Il est vrai que ceux qui, en 1791, ont divisé la grande colonie de Québec et donné une chambre d'assemblée en toute lucidité à une majorité canadienne-française, croyaient préparer, par des concessions qu'ils jugeaient habiles, la démission et l'assimilation des Canadiens français. C'était faire un calcul extrêmement risqué. C'était, au point de vue des intérêts britanniques, commettre une bévue monumentale. Les Canadiens français, qui jusqu'ici ont clairement affirmé leur nationalisme, au point d'aller jusqu'à réclamer que les nouveaux venus s'assimilent, ont été installés par l'Angleterre elle-même comme majorité dans un État totalement séparé et doté d'une chambre d'assemblée. L'Angleterre avait organisé le séparatisme canadien-français et relancé puissamment un mouvement de libération. Le tout s'était fait malgré les protestations des Britanniques, maîtres de la vie économique, définitivement installés au cœur même du Bas-Canada, dans les villes de Québec et de Montréal, et premières victimes de la politique impériale. Ce mouvement séparatiste canadien-français est naturel. Ce n'est pas la politique anglaise qui l'a créé. Elle n'a fait que l'intensifier et le cultiver. Dans une vieille colonie, riche de plus d'1 siècle d'histoire, nettement différenciée par son origine, sa langue, sa religion, ses lois, isolée même des zones les plus peuplées de l'Amérique anglaise, ne recevant au début que quelques milliers d'immigrants étrangers, les Canadiens ne se sentent nullement menacés comme groupe et n'éprouveront pas la moindre tentation de démissionner. L'utilisation temporaire du particularisme canadien-français par l'Angleterre en 1774 et la subdivision en 1791 pour des fins d'assimilation graduelle apparaissent au contraire aux Canadiens français comme des consécrations de leur nationalisme et une invitation à s'ancrer dans le séparatisme. Les Canadiens élaboreront de 1763 à 1837 toute une théorie de la nation canadienne, de ses droits et de ses rapports avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et les colonies anglaises.
La nation canadienne devient chez eux une expression courante. Ils reviennent souvent sur l'idée des droits naturels des peuples de se gouverner eux-mêmes. Droits naturels qui n'ont fait que recevoir une garantie supplémentaire parce que les Canadiens sont devenus un peuple britannique par une adoption honorable et avantageuse pour eux. Ils savent que l'état de colonie est une situation transitoire de dépendance. L'existence coloniale n'est qu'un acheminement vers une existence plus noble. Partisans de l'émancipation progressive, ils raisonnent ainsi. Une colonisation est-elle assez avancée pour conduire ses propres affaires et pour payer toutes les dépenses du gouvernement civil, comme c'est le cas du Bas-Canada, alors doit cesser l'action du gouvernement impérial dans ses affaires intérieures. À ceux qui parlent de loyalisme, de soumission perpétuelle d'un peuple d'Amérique à une puissance d'Europe, ils répondent que le génie de l'Amérique a déjà proclamé une morale politique toute différente, depuis la Terre de Feu jusqu'au 45e degré nord, et que tout le loyalisme du monde ne saurait faire adopter une politique contraire au reste du continent. Une loi préside au développement d'un empire, protection et suprématie. La suprématie doit cesser dès que la protection n'est plus nécessaire. Les Canadiens tiennent à demeurer majorité, mais ils acceptent une minorité britannique qui se conduirait en minorité et se soumettrait à la majorité. Ils sont même fiers de la présence de deux cultures dans le Bas-Canada. Ce Bas-Canada biethnique, biculturel et bilingue leur apparaît comme une merveilleuse réussite humaine. Ils regardent comme une idée géniale la création d'un État qui bénéficie des deux plus belles civilisations et des deux plus belles littératures du monde. Ils espèrent même reprendre les relations commerciales avec la France et rêvent d'un apport scientifique et littéraire, venant de France, qui doublerait l'élan que leur jeune société a reçu de sa liaison avec l'Angleterre. Ce peuple, disent-ils, croit voir dans le concours des circonstances qui l'ont mené où il est, un décret bienfaisant du ciel. Et ce peuple n'a qu'à se féliciter et à remercier la Providence des événements qui l'ont fait changer de domination. Les Canadiens ne s'opposent pas à l'entrée d'immigrants à titre individuel. Ils désirent même la venue de capitalistes anglais qui voudraient bien s'assimiler. Mais ils ne peuvent accepter de voir l'autorité anglaise organiser l'immigration pour noyer les Canadiens français. On voit, dit-on, d'un mauvais œil l'immigration organisée. On la voit comme les provinces romaines voyaient jadis les éruptions des Goths et des Vandales. Majorité dans le pays et dans l'Assemblée, les Canadiens réclameront un gouvernement de majorité. Leur devise, empruntée aux Anglais, devise bien imprudente pour un petit peuple, est « le plus grand bonheur du plus grand nombre ». Ils désirent une administration canadienne de sentiments, canadienne d'intérêts, canadienne même de préjugés. Ils entendent donner au peuple, par le moyen de ses représentants, la régie exclusive de toutes les affaires locales. Le temps est arrivé, écrit-on en 1832, où cette colonie a atteint une telle importance, une telle prospérité qu'elle a besoin d'une organisation ministérielle régulière, un ministère à l'image du ministère de Londres. Quoique les Canadiens concentrent surtout leurs efforts sur la scène politique, ils élaborent également tout un plan de libération économique. Comprenant la nécessité de la richesse pour servir leur cause nationale et souffrant de la nullité de leur collectivité dans le grand commerce et la finance, ils visent à reprendre la prépondérance du temps du régime français dans le commerce extérieur. Ils tentent d'opposer une banque canadienne aux institutions similaires britanniques. Ils rêvent de compagnies d'assurance, de marines marchandes canadiennes et d'efforts concertés pour organiser l'exploitation des ressources naturelles. L'Assemblée législative cherche à restreindre l'expansion des grandes affaires britanniques dans le Bas-Canada. Elle veut limiter les profits des capitalistes étrangers et agite même des projets d'expropriation assez draconiens. Le nationalisme politique se complète d'un nationalisme économique. Cependant, ce séparatisme est rapporté dans le temps par la crainte qu'inspire aux Canadiens la puissance américaine. Ce peuple, dit-on,
qui n'est encore que dans l'adolescence, redoute une union avec la nation voisine, surtout parce que sa nationalité courait un grand danger d'être submergée par la population hétérogène, supérieure en nombre et en industrie. Nous ne croyons pas, lit-on dans le journal Le Canadien de Québec, qu'un peuple de 600 000 âmes puisse maintenir son indépendance et sa nationalité au voisinage d'une nation puissante et entreprenante avec laquelle il diffère en tout. Le sort de la Louisiane nous fait trembler. Tôt ou tard, nous perdrions notre prépondérance politique comme peuple distinct. Nous cesserions d'être Canadiens pour devenir Américains. C'est pour cette raison que nous avons toujours maintenu que l'intérêt bien entendu de l'Angleterre et du Bas-Canada était que la nationalité du peuple canadien fût conservée et favorisée jusqu'à ce qu'il fût en état de se défendre des empiètements de ses voisins. Ce refus de devenir américain est aux yeux des Canadiens un sentiment que la Grande-Bretagne doit encourager pour éviter que les États-Unis ne dominent complètement toute l'Amérique du Nord. Dans l'intérêt de leur existence nationale, les Canadiens doivent rester unis à l'Empire, et dans l'intérêt de sa domination sur le continent américain, l'Angleterre doit protéger les Canadiens. Les Canadiens ne visent donc pas immédiatement à l'indépendance. Un des caractères de leur séparatisme avant 1837, c'est d'être un séparatisme dans 50 ans ou dans 100 ans. Ils sont prêts à se contenter, dans l'intervalle, d'une quasi-souveraineté, avec le statut voisin de celui d'un protectorat sous l'autorité nominale de la couronne britannique. Dans les circonstances où se trouve le Canada, dit-on, vers 1830, il doit nécessairement cesser d'être une colonie européenne d'ici un demi-siècle. Il est de l'intérêt de l'Angleterre de nous laisser nous préparer à cet événement, afin de ne pas entrer novice dans ce nouvel ordre de choses et de ne pas devenir la proie d'une puissance déjà rivale de la mère patrie. Les Canadiens préfèrent rester partie dépendante d'un empire européen plutôt que de devenir partie d'une confédération souveraine, l'Union américaine. Ils ont, disent-ils, une constitution qui, franchement suivie, leur assurerait une somme de liberté égale à celle de ses voisins indépendants, et ils sont exempts des charges qui accompagnent nécessairement le maintien de l'indépendance. Ils courent le risque de voir bientôt noyer leur nationalité en se réunissant à des voisins plus nombreux. Avec les garanties qu'ils tiennent de la foi britannique et l'éloignement du peuple anglais souverain, ils n'ont rien à craindre. Que l'Angleterre donne aux Canadiens français le gouvernement intérieur du Bas-Canada et une possession séculaire des bords du Saint-Laurent lui est assurée. Mais le but ultime, reporté à plus tard, est de prendre place parmi les nations et de devenir un État souverain, allié utile de la Grande-Bretagne. Les Canadiens aspirent à de plus hautes destinées que d'être à la remorque d'une puissance étrangère. Ils se croient appelés à couronner le nord de l'Amérique de l'auréole d'une civilisation et d'une puissance canadienne. Devant ces aspirations canadiennes-françaises, le Canada anglais réagit avec vigueur. La principale colonie anglaise est le Canada anglais du Québec, les colons marchands de Montréal en tête. C'est ce Canada anglais qui se trouve le premier engagé contre le séparatisme canadien-français. Même le séparatisme canadien-français, dans sa thèse modérée de protectorat anglais, gouverné majoritairement par des Canadiens français, sous la présidence nominale d'un gouverneur anglais. C'est véritablement une lutte de nation contre nation à travers une lutte constitutionnelle. Voici les grandes lignes de la contre-attaque des Britanniques du Bas-Canada. Britanniques, ils sont chez eux et non des étrangers dans une colonie britannique. La colonisation, l'implantation d'un peuple britannique dans le Québec même est légitime. La conquête et la cession ouvrent le pays aux Britanniques. Les Montréalais protestent contre la politique honteuse, déshonorante, criminelle de l'Angleterre, qui paraît se laisser impressionner par la majorité et l'ancienneté du Canada français. Vos braves compatriotes, disent-ils en s'adressant à tous les Britanniques du Bas-Canada, ont acheté des Français le Canada sur les plaines d'Abraham, et vos pères en ont payé le prix de leur propre sang. Le roi de France, en nous cédant le pays, a confirmé la conquête. Le Canada est donc à vous, Britanniques,
pour être par vous colonisés à votre loisir et selon vos intérêts. Ils n'entendent pas se soumettre à une majorité canadienne-française, devenir, selon leur propre expression, des esclaves politiques dans une colonie britannique. Ce sont eux les conquérants et non les conquis. Ils en appellent aux gloires impériales, Crécy, Québec, Trafalgar. C'est une loi de la politique, disent-ils, qu'un peuple anglais ne peut jamais être vaincu par un peuple français. Les Britanniques savent que les exigences modérées des Canadiens français, devenir maîtres de l'administration sous la tutelle nominale de la Grande-Bretagne, équivalent à réclamer la fondation d'une république canadienne-française. Cette perspective d'une grande nation canadienne leur est intolérable. Ils méprisent ce rêve qu'ils qualifient d'étroit nationalisme. Développer logiquement le système représentatif pour aboutir à la formation d'un cabinet colonial à majorité canadienne-française consacrerait la prépondérance d'un peuple qui leur est étranger dans un État très voisin de la pleine souveraineté. Cette indépendance de fait des Canadiens français mettrait les principaux Britanniques, la principale colonie de peuplement de l'Empire, au point de vue de l'importance commerciale, en minorité, sans espoir de devenir majorité. Elle donnerait aux Canadiens français la maîtrise de tous les grands secteurs de la vie politique du Bas-Canada, puisque celui-ci est un État complètement séparé des colonies voisines. Les intérêts supérieurs de la première colonie anglaise d'Amérique seraient gérés par des Canadiens français et soumis à une politique canadienne-française de restriction, de confiscation et d'expulsion même. Le Bas-Canada britannique a conscience d'être la clé, le centre, le cœur de tout le système British North American et refuse d'être annexé au Canada français. Il refuse avec dédain le statut de minorité privilégiée. De plus, le Haut-Canada lui-même est directement intéressé à ne pas voir s'édifier une république canadienne-française entre son territoire et l'Atlantique. À une époque où les droits de douane constituent la grande source de revenus, et comme ce revenu ne peut être perçu que dans les ports de Québec et de Montréal, le Haut-Canada est à la merci du Bas-Canada, donc d'une majorité canadienne-française. À cause de la division de 1791, la prospérité et l'avenir du Haut-Canada sont subordonnés au bon vouloir d'un peuple étranger. Non seulement la canalisation du Saint-Laurent, mais tout le développement économique de l'Ontario est entravé par la lutte séparatiste du Canada français. Il serait davantage si les Canadiens français triomphaient et obtenaient le self-government dans un Bas-Canada qui demeurait un État complètement séparé. Une république canadienne-française, même sous la couronne britannique, au cœur du British North America, empêcherait également la réunion des colonies du Golfe avec les colonies anglaises du Bas et du Haut-Canada. Cet État français est un obstacle à la consolidation d'un grand ensemble britannique seul capable de résister à l'attraction américaine. Les prétentions des Canadiens français détournent les capitaux britanniques, paralysent le peuplement de la vallée du Saint-Laurent, rendent difficile ou inefficace la construction des canaux, retardent la construction des grandes lignes de chemin de fer, rendent incertaines les établissements commerciaux et industriels britanniques. La grande bourgeoisie anglaise de Montréal et de Québec fera remarquer que tout le British North America souffrirait de la naissance d'une république canadienne-française. Elle insiste sur le fait que des deux nationalités en lutte pour la suprématie, seule la nationalité britannique, appuyée par l'Empire britannique, est vraiment en mesure de résister aux États-Unis. Seuls les Britanniques peuvent équiper, industrialiser la vallée du Saint-Laurent et faire l'unité des territoires qui s'étendent de l'Atlantique au Pacifique. Ce serait se couvrir de ridicule aux yeux du monde pour la Grande-Bretagne que d'élever une nation de langue française, de la protéger jusqu'à l'indépendance, alors que la France est exempte de toute dépense. Il serait encore plus ridicule de ruiner par là même ses propres colonies et affaiblir, en définitive, l'Empire. Les Britanniques dénoncent, comme une idée de démagogue, le rêve insensé à leurs yeux des Canadiens français de demeurer un peuple séparé afin de devenir finalement la grande nation canadienne. Une telle République française ne pourrait s'édifier que par la connivence coupable de la Grande-Bretagne et ne pourrait être que temporaire. La solution qui s'impose
au point de vue des intérêts supérieurs, bien entendu, des Britanniques, c'est de corriger l'erreur de 1791, de grouper les forces anglaises du Bas et du Haut-Canada, d'unir ces deux Canadas et même d'y adjoindre les provinces maritimes. Une majorité française est la cause de tous les maux. Une majorité anglaise remettrait tout en ordre. Les Britanniques de Montréal expriment clairement leur volonté de recourir à la force si les autorités impériales, distraites par les réclamations canadiennes-françaises, cèdent le pouvoir à ces étrangers. Ils s'arment et s'organisent pour prendre en main leur propre cause. Tous veulent d'abord mettre en minorité les Canadiens français et les plus exaspérés rêvent d'assimilation complète de manière à se débarrasser à tout jamais des conflits de race pour la suprématie. Les Canadiens se scandalisent de l'extravagance, de la malice, de l'injustice, de l'insolence, de l'effronterie des Britanniques. On nous appelle étrangers. Étrangers dans notre propre pays natal, gémissent-ils. Et ils ripostent, vous êtes minorité. Demeurez minorité et conduisez-vous en minorité dans le Bas-Canada. L'acte de 1774 vous avertissait clairement, comme immigrant, que vous entriez dans un pays français. La division de 1791, que les Canadiens français ont accepté de bon cœur, vous donne la moitié et la plus belle partie de l'ancienne province de Québec, afin de constituer le Haut-Canada, où vous pouvez être chez vous en majorité. Dans le Bas-Canada, vous êtes une minorité insignifiante, une fraction, une oligarchie d'outre-mer, imposante seulement parce que vous êtes soutenu illégalement de l'extérieur, en contradiction avec les principes de la Constitution britannique qui accorde naturellement la prépondérance à la majorité. Le Bas-Canada appartient aux Canadiens français de droit naturel, et l'Angleterre l'a reconnu officiellement. Ce fait ne doit plus être mis en cause. Ce n'est donc plus une lutte de race. Ce n'est plus qu'une lutte de principe, une lutte pour le triomphe des libertés parlementaires. Les Canadiens bondissent devant les expressions pour mettre les Anglais. Peuple conquérant et peuple conquis est une distinction qui, selon eux, n'a aucun sens. Ils reprochent à la Grande-Bretagne de voir deux peuples dans le Bas-Canada et de ne pas comprendre que ces grands cris d'intérêt britannique ne viennent que d'une insignifiante faction. Les Canadiens ridiculisent les Britanniques de Montréal. Les Montréalais, disent-ils, veulent jouer les petits Franklin et les petits Washington avec leurs carabiniers. Il ne leur manque qu'un peuple. Cependant, même avant 1837, il est possible de déceler dans la pensée canadienne-française une formule qui prépare la démission inconsciente des Canadiens français. Soumis aux pressions des forces nord-américaines, leur séparatisme dégénère en fédéralisme. Le Canadien de Québec écrira en 1833 « La nature et leur intérêt réciproque enseigneront aux pays qui bordent le Saint-Laurent de former une espèce de confédération, soit à l'instar de celle des États-Unis, soit sur d'autres principes, et c'est ce qui arrivera probablement aussitôt que le temps de leur indépendance sera venu. Cette étendue de pays, où l'on compte aujourd'hui 2 millions d'hommes, ne contenait en 1763 qu'environ 80 000 âmes. En supposant que la population augmente dans la même proportion, il y aura dans ces colonies, dans 70 ans, vers 1900, une population de 20 ou 25 millions d'habitants. C'est là de quoi former une puissance en état de se faire respecter. Une puissance de premier ordre en Amérique, car il n'est guère possible que d'ici ce temps, les États-Unis actuels ne forment pas 2 États séparés ou plus. William Lyon Mackenzie, chef réformiste du Haut-Canada, propose une fédération de tout le British North America, fédération où l'on gérerait en commun les domaines des communications intérieures, de l'immigration, de la concession des terres. Le Canadien de Québec approuve ce projet d'une fédération qui serait en état de résister aux convoitises de voisins trop puissants pour chaque colonie isolée. Et la Minerve de Montréal ajoute « Qui empêcherait de concevoir l'idée d'une confédération modelée sur celle des puissantes républiques qui nous avoisinent. Chaque province, réglant ses affaires particulières, ferait cause commune pour tout ce qui aurait rapport aux intérêts généraux. En face du danger américain,
et aux prises avec une lutte identique d'émancipation vis-à-vis de la Grande-Bretagne, les réformistes du Bas-Canada et du Haut-Canada commencent à affirmer, bien avant 1837, que les deux colonies ont un avenir canadien. Ces idées de fédération préparent les Canadiens français à accepter leur annexion, leur provincialisation dans une puissance anglo-saxonne. Du côté des adversaires de l'indépendance canadienne-française, on rencontre également une thèse atténuée qui tend à utiliser, donc à respecter jusqu'à un certain point, le particularisme du Canada français, une fois celui-ci mis en minorité. Les uns désirent une union législative sous un seul gouvernement, où la minorité canadienne-française serait justement représentée. Ils estiment qu'une union ainsi conçue servira même les intérêts des Canadiens français, parce que, sans cette union, les deux Canadas n'ont pas la moindre chance d'échapper à la domination américaine. Sans l'union, écrit-on vers 1825, les lois, la religion et la langue des Canadiens français seraient à la merci d'une démocratie américaine et bientôt foulées aux pieds. Avec l'union, elle serait peut-être exposée au danger de s'altérer graduellement, mais elle jouirait d'une grande sécurité en vertu de garanties légales. En approuvant l'union, les Canadiens français les plus intelligents, écrit un administrateur colonial, consultent donc les intérêts de leurs compatriotes, et il est certain que toute la population française partagera bientôt cette opinion. Une union sur des principes équitables, affirment les Britanniques de la ville de Québec, ne demandera aucune innovation aux lois et à la religion du pays, aucune proscription de la langue d'une partie quelconque de ses habitants. En travaillant à mettre les Canadiens français en minorité pour libérer les Britanniques, le gouverneur de Dalhousie déclare « L'Union n'a pas pour but d'enlever aux Canadiens français leur langue et leur religion, qui sont un excellent rempart contre les influences américaines. » D'autres adversaires, qui désiraient mettre les Canadiens français en minorité, optent pour une union non pas législative, mais fédérale de tout le British North America, afin de liguer toutes les forces anti-américaines, qu'elles soient britanniques ou canadiennes françaises. Misant sur l'attachement des Canadiens français pour leur langue, leurs lois et leur religion, et sur les craintes qu'inspirent les États-Unis, ils espèrent amener les Canadiens français à se rallier à la formation d'une union fédérale. Dans le Parlement général, affirme-t-on, la représentation d'une seule province, et l'on pense ici au Bas-Canada, ne constituerait pas une majorité. En conséquence, les simples passions ou préjugés locaux seraient noyés et l'on considérerait collectivement les intérêts de l'Empire et des provinces. L'on songe également à la fédération dans le Haut-Canada. On la préfère à l'union législative, parce que l'on veut conserver, libre de toute influence étrangère, les affaires intérieures de l'Ontario. C'est également une union fédérale que favorisent en Grande-Bretagne les hommes politiques qui se sont penchés sur le problème colonial. Ceux qui sympathisent avec les Canadiens français consentent à leur accorder une autonomie provinciale, limitée, subordonnée. Conscients du problème de suprématie entre les deux nationalités, ils ne peuvent que vouloir donner à une majorité anglaise, dans un gouvernement central, la maîtrise des destinées des colonies anglaises. Ces deux versions fédéralistes, l'une des Canadiens français, qui par crainte des États-Unis s'imaginent consolider leur indépendance politique dans une union fédérale, et l'autre des Britanniques, qui ont conscience d'assurer leur suprématie par une union fédérale, annonce, dès 1820-1830, dans quel sens se fera le règlement de compte. Mais il sera impossible d'y arriver avant le coup de feu de 1837. Sûrs d'eux-mêmes, et réclamant immédiatement la maîtrise d'un État séparé de Québec, sous l'autorité nominale de la Couronne, les chefs canadiens français, soutenus par l'immense majorité de la population, font la grève parlementaire et servent un ultimatum à la Grande-Bretagne. Une minorité renchérit, proclamant que le plus grand malheur d'un peuple, c'est d'être gouverné par un peuple étranger. Et malgré les avertissements de la majorité pour qui sortir de l'Empire britannique est dans l'immédiat une pure folie, les patriotes pensent recourir à la force et proclament la République. De leur côté, les Britanniques de Montréal, au cri de la mort ou l'annexion aux États-Unis, plutôt qu'une République canadienne-française, s'arment également.
le gouverneur Gosford constate l'échec de son impossible mission de conciliation. Il voit très bien que les exigences canadiennes-françaises mèneraient pratiquement à l'indépendance. Ce gouverneur se rend compte qu'il serait impossible de céder aux Canadiens français sans déclencher une révolte armée de la part des Britanniques. Il recule à l'idée d'avoir à utiliser des troupes britanniques contre des colons britanniques pour établir et soutenir une république canadienne-française. Et il avertit Londres de l'échec de toute une politique sortie de 1774 et 1791. Les deux nations, par leurs éléments les plus avancés dans le Bas-Canada, sont au comble de l'exaspération. Il en résulte une paralysie générale. Plus de gouvernement, plus d'administration de la justice, plus d'écoles, les capitaux désertent, l'immigration est tarie, les travaux publics sont suspendus et le Haut-Canada est en banqueroute. Tel est l'aboutissement du conflit irréductible de deux nationalités. La révolte de 1837 est en réalité un double soulèvement. Soulèvement des Britanniques du Bas-Canada contre la menace d'une République canadienne-française, soulèvement de la section la plus avancée des nationalistes canadiens-français contre la domination anglaise. Le choc de 1837 amène enfin la suspension de l'impolitique Constitution de 1791. Durham, en 1839, donne raison aux Canadiens français comme réformistes. Il admet même, en théorie, la légitimité de leur lutte de race pour la suprématie. Mais il sait que le Canada français est un résidu sans avenir d'une ancienne colonisation et qu'une indépendance précaire du Canada français ruinerait les chances d'avenir du British North America. Bien qu'il méprise les prétentions de supériorité raciale, il est forcé, par la réalité, de se prononcer contre le séparatisme canadien-français pour sauver le seul séparatisme viable à l'époque, le séparatisme canadien-anglais. On réalise enfin l'union des forces anglaises des deux Canadas au-dessus des Canadiens français. Solution envisagée dès 1810, qu'on a failli appliquer en 1822 et qu'on ne pouvait plus remettre devant la désorganisation générale. C'était le veto du British Montreal et derrière ce veto, celui de tout le British North America au séparatisme du Québec. L'union, seule solution logique, est imposée par la force des choses. Elle est commandée par les intérêts supérieurs de la colonisation anglaise. Elle n'est pas un caprice, un châtiment pour une faute temporaire de déloyauté. Elle n'est pas l'effet d'une politique momentanée de persécution. Maître, depuis 1760, de tous les leviers de commande, les Britanniques, par l'Union, consolidaient leur emprise non seulement sur la vallée du Saint-Laurent, mais sur le Québec même. L'Union de 1840 confirmait, dans une infériorité politique d'abord et économique ensuite, le résidu minoritaire d'une colonisation française manquée. Devant l'inévitable infériorité démographique, politique, économique et sociale du petit peuple canadien-français, certains Britanniques se sont sérieusement demandé s'il ne valait pas mieux, dans l'intérêt même des Canadiens français, et pour assurer la paix sociale dans la vallée du Saint-Laurent, travailler à l'assimilation totale de la minorité. Mais la solution au problème canadien-français par l'assimilation totale est aussi irréalisable que la solution par l'indépendance. Si, en 1840, le Canada anglais, qui comprend 55% de la population, exerce son emprise majoritaire sur le gouvernement et, grâce à l'appui métropolitain, dispose seul des capitaux nécessaires à l'industrialisation, bref, si le Canada anglais déclasse dans tous les secteurs le Canada français, il lui est impossible d'assimiler ce dernier. Les relations entre les deux nationalités se figent. L'union législative, qui comportait des concessions de caractère fédéral envers la minorité, fonctionne spontanément, dès 1841, comme une fédération. Et depuis ce jour, les Canadiens français survivent, annexés, provincialisés, dans un grand empire British North American. La seule solution que personne ne pouvait refuser, La Fontaine et ses successeurs l'accepteront très facilement. Ils l'accepteront avec un certain enthousiasme même, puisqu'ils y trouvent l'application du principe fédéraliste qui, pour eux, ne comporte pas d'inconvénients majeurs. La capitulation de Vaudreuil avait mené infailliblement à la capitulation inconsciente de La Fontaine. Capitulation nécessaire,
explicable même, mais qui n'en demeure pas moins une capitulation. Tout un peuple est forcé de vivre et accepte de vivre en minorité, sous une majorité étrangère, sans pouvoir mesurer la gravité de la situation. L'histoire politique du Canada français ne se comprend bien qu'en tenant compte de ce désastre inévitable en 2 temps, annoncé dès 1760 par la colonisation anglaise et consolidé en 1840 par l'Union des forces anglaises. Lancés à la conquête de l'indépendance, du séparatisme, les Canadiens français sont tombés dans l'annexion sous l'union législative. Et c'est à partir de cette position qu'ils remontent légèrement vers une annexion mieux délimitée sous une union fédérale de type très centralisé. L'Union fédérale de 1867 n'est que l'union législative de 1840, améliorée en ce qui concerne les concessions locales faites aux Canadiens français, mais également consolidée en ce qui a trait à la prépondérance britannique dans l'exercice des grands pouvoirs. Nulle égalité de fait entre les deux nationalités, nulle égalité de droit. L'Union fédérale de 1867 n'est pas un échec. Elle recouvre avec exactitude la réalité sociale. Elle est l'expression constitutionnelle d'un échec colonial d'une part et d'une réussite coloniale d'autre part. Dans leur propre patrie, devenue province, parce qu'elle est la plus importante en 1840 et en 1867 des provinces britanniques, dans ce Québec provincialisé, déjà, depuis près d'un siècle biethnique, biculturel et bilingue, les Canadiens français subsistent, comme peuple chambreur, dans une des pièces les plus importantes de la maison construite et possédée par une autre nation. Le Canada anglais ne pouvait s'édifier, se développer, sans ruiner, sans provincialiser le Canada français. Le Canada français survivra. L'autonomie politique restreinte et difficile à utiliser à cause de la présence au cœur même du Québec des maîtres du Canada, encadrera tant bien que mal une survivance médiocre mais indestructible. Cette autonomie provinciale est bien incapable de mener les Canadiens français à une maîtrise économique dans l'État provincial, État traversé par la grande vie financière, commerciale et industrielle du Dominion of Canada. Par contre, cet inconvénient vaudra à la nation canadienne-française d'être la nation annexée la mieux entretenue au monde. Pour sauver son séparatisme artificiel vis-à-vis des États-Unis, le Canada anglais a dû enrayer le séparatisme naturel du Canada français. Et le Canada français est soutenu, protégé contre l'annexion aux États-Unis grâce à son annexion au British North America. À l'émission Conférence ce soir, M. Maurice Séguin nous entretenait du séparatisme au Canada français.